Bonjour, Shavua Tov, Greg. Et le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à la fin du Shabbat à l'opération militaire américaine contre le président vénézuélien Nicolás Maduro. Oui, effectivement, félicitations président Trump pour votre leadership audacieux et historique au service de la liberté et de la justice. Je salue votre détermination et l'action remarquable des courageux soldats américains, a déclaré le Premier ministre israélien. Même type de réaction de la part du ministre israélien des Affaires étrangères. Gideon Sa'ar a vanté les mérites des États-Unis qui, selon lui, ont agi en leader du monde libre. Gideon Sa'ar a exprimé son soutien au peuple vénézuélien qui est, selon lui, épris de liberté. Israël se tient à vos côtés en ces instants historiques. Enfin, le ministre de la Diaspora, Amichai Shikli, a salué, je cite, « ce coup porté à l'axe du mal ». En Israël, on se félicite donc de cette opération tout en espérant que celle-ci sera le prélude à une intervention de la même envergure, mais cette fois-ci contre le régime iranien. Et oui, on estime que cette démarche peut ouvrir la porte à une telle éventualité, mais on se garde bien côté israélien, d'une manière officielle, de mentionner un tel cas de figure. Ce qui est certain, c'est qu'avec la chute de Maduro, l'Iran perd son principal allié sur le continent sud-américain. Par contre, cette opération fait l'objet de nombreuses critiques au sein de la communauté internationale qui appelle au respect du droit international et redoute une escalade de la violence. Et ces développements interviennent alors que le mouvement de protestation contre le régime iranien s'amplifie. En Israël, on suit effectivement de près ce mouvement. Hier, le guide suprême Ali Khamenei a pour la première fois réagi à ces manifestations. Il a reconnu que la légitimité des revendications sociales, des revendications sociales des protestataires et a affirmé qu'il dialoguait avec les manifestants, mais certainement pas avec les émeutiers. Selon certaines sources, les manifestations touchent actuellement 25 villes importantes en Iran et plus seulement à Téhéran. Il y a eu au cours de ces manifestations plusieurs morts, mais il est difficile de dresser un bilan précis de ces protestations. Alors Daniel, nous allons maintenant faire un point sécuritaire rapide dans le nord et dans le sud. Oui, dans le nord, Tsahal a éliminé hier un terroriste du Hezbollah dans la région d'El Khiyam, au sud du Liban. Selon Tsahal, le terroriste représentait un danger immédiat pour la sécurité des soldats israéliens. Dans le sud, Tsahal a détruit un lance-roquette dans le nord de la bande de Gaza. Là encore, il s'agissait d'une arme qui était en passe d'être utilisée par un terroriste contre des forces israéliennes. Côté israélien, on affirme que cela constituait une violation du cessez-le-feu actuel. Et puis Tsahal a organisé en fin de semaine dernière d'importantes manœuvres militaires dans le sud du pays. Oui, parmi les scénarios envisagés au cours de ces manœuvres militaires, une attaque terroriste contre la ville d'Elat par voie maritime et terrestre en même temps. Les forces de Tsahal ont pu tester la rapidité du répondant aux terroristes, l'efficacité de la riposte, le déploiement des forces israéliennes et des secours. Outre l'armée, la police et les services de sauvetage ont été impliqués dans ces manœuvres. La ville d'Ofakim est en deuil après la mort prématurée de l'un des héros du 7 octobre. Il s'appelait Itamar Alus, il était adjudant en chef dans la police israélienne et le 7 octobre il était en poste à Netivot dès qu'il a appris que des centaines de terroristes du Hamas avaient pénétré en Israël. Et Itamar s'est précipité sur le site des combats le plus proche à Ofakim. Avec son seul pistolet, il a réussi à abattre de nombreux terroristes. Par la suite, il a porté secours aux blessés de la ville jusqu'à l'arrivée des forces de Tsahal sur place. Itamar Alus n'avait que 41 ans. Il a eu la semaine dernière un malaise sérieux durant un traitement médical et est resté depuis hospitalisé. Son état s'est très rapidement dégradé et sa famille a annoncé son décès à la fin du Shabbat. Il a été inhumé hier soir au cimetière d'Ofakim. Et nous terminons ce journal, Daniel, par une manifestation qui s'est tenue hier soir à Tel Aviv. Cette fois, une manifestation de protestation marquant le 3e anniversaire de la conférence de presse, au cours de laquelle le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, avait annoncé sa fameuse réforme judiciaire. Au cours de ce rassemblement, une vidéo de l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak, a été diffusée. Dans cette vidéo, le professeur Barak affirme qu'Israël n'est déjà plus aujourd'hui une démocratie libérale. Plusieurs aspects de la démocratie font objet d'attaques très dures, a-t-il dit. Il a affirmé également que tous les pouvoirs sont dès aujourd'hui rassemblés par le gouvernement et par un seul homme au sein du gouvernement, à savoir le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et pour que son contrôle soit entier, a encore dit le professeur Aaron Barak, il doit contrôler le pouvoir juridique. Fin de citation.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que cette première semaine de l'année 2026, l'année civile 2026, devrait être relativement douce puisque les températures devraient être en augmentation constante au cours des prochains jours. Le temps qui est partiellement nuageux devrait devenir clair au cours des prochains jours. Les températures prévues aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 26 degrés, ce qui est relativement élevé, à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Amzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du Likoud et on a souvent besoin de vos éclairages pour mieux comprendre un peu certains développements, qu'ils soient sur le plan politique, mais même également sur le plan politico-judiciaire et juridique. Et c'est exactement ce que je voudrais faire en commençant notre conversation, notre entretien. On a entendu hier soir à Tel Aviv une vidéo du président, de l'ancien président de la Cour suprême, on va dire le grand prêtre de l'activisme juridique, de la révolution juridique provoquée au début des années 90, le professeur Aaron Barak, qui dit de facto aujourd'hui déjà Israël n'est plus une démocratie libérale. De facto aujourd'hui Israël est dirigé par un seul homme au sein du gouvernement, et cet homme, c'est le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Il ne lui reste plus qu'à mettre la main sur la Cour suprême pour que l'on soit d'une certaine manière de facto une sorte de dictature. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de déclaration ? Je pense d'abord que le professeur Barak est une personne irresponsable. Je pense qu'il est intelligent, qu'il sait l'impact de ses propos pour une frange de la population en Israël. Alors bien évidemment, il y a un sondage qui était publié hier qui disait que courant 2025, la position des Israéliens vis-à-vis la position de la Cour suprême vis-à-vis des Israéliens s'est vue détériorer de 48%. C'est-à-dire que de moins en moins d'Israéliens font confiance à la Cour suprême comme quelque chose d'impartial, comme quelque chose de juste, comme quelque chose qui se préoccupe de justice et comprennent qu'il s'agit en fait d'un parti politique supplémentaire qui plus est, a le dernier mot. Donc il est irresponsable parce que le but de ses propos hier, comme ses propos d'avant-guerre, lorsqu'il parlait de tanks dans les rues, lorsqu'il disait où iront les tanks, c'est quelque chose qui n'a qu'un but, n'a qu'un objectif, mettre de l'huile sur le feu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a une personne qui est à la tête du gouvernement en Israël, mais cette personne, elle est élue. Elle est élue, ça fait bientôt 20 ans qu'elle dirige le pays. Elle a été élue, il me semble, à 6 reprises à ce poste-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la démocratie. On est en démocratie parlementaire. Alors, j'allais dire, où arrive-t-il à créer ce flou artistique? C'est très simple, c'est sur le mot libéral. Pour lui, il a sa définition du mot libéral, qui prône bien évidemment sur le caractère juif de l'État, qui prône bien évidemment sur le caractère démocratique, inhérent, essentiel, procédurial de l'État. Et c'est comme cela qui va justifier le comportement absolument dingue, non seulement qui a été le sien à son époque, mais de ses disciples et de celui qui est à la tête de la Cour suprême aujourd'hui, Yitzhak Amit, qui a annulé sur les 2 dernières semaines pas moins de 5 décisions, 5 lois votées en bonne procédure, en bonne foi par le gouvernement, par la Knesset. Alors justement, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais il y a une loi, le gouvernement apparemment ne respecte pas la loi et la Cour suprême est obligée de se dresser pour maintenir, on va dire, ce respect de la loi dans la démocratie. Je leur dirais que d'abord, ils lisent lisent même pas ce que la Cour suprême écrit. Par exemple, la loi, elle écrit, il est dit dans la loi de façon absolument claire que il est de la prérogative du Premier ministre de licencier et de nommer un chef du Shin Bet. Et on a bien vu qu'il a fallu plus de 6 mois avec 4 allers-retours à la Cour suprême, dont la dernière, alors qu'il est déjà le général Zini dirigerait le Shin Bet depuis plusieurs mois, eh bien on a encore Yitzhak Amit qui va écrire cette semaine qu'il faudrait renvoyer sa nomination devant une commission
commission qui n'a d'autres prérogatives que de juger de la moralité du candidat. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Mais il y a un autre exemple où on dit qu'effectivement, c'est le gouvernement qui va nommer la conseillère juridique du gouvernement. Oui. C'est même pas, c'est la loi noir sur blanc, mais c'est le bon sens. C'est le bon sens. Vous avez dans le gouvernement un conseil juridique, vous êtes chef d'entreprise, vous avez un département juridique, un conseiller juridique, c'est vous qui allez le nommer, il va vous accompagner sur tous les aspects juridiques de votre rôle. Et bien là, ils ont été déboutés à l'unanimité par la Cour suprême, vous imaginez ? Il n'y a pas un juge qui s'est dit, eh bien si c'est marqué dans la loi, on va peut-être aller avec ce qui est marqué dans la loi. C'est sans compter le nombre de fois pendant la guerre, notamment ce fameux débat où ils ont parlé de l'aide humanitaire qui devait arriver, oui ou non, aux Gazaouis. D'ailleurs, là aussi, ils ont mis de l'huile sur le feu sur ces fameuses accusations complètement abjectes de famine à Gaza, qui ont d'ailleurs été démenties, bien évidemment trop tard, comme d'habitude, par cette pseudo-NGO. Donc là aussi, ils se sont mêlés de quelque chose qui est, j'allais dire, dans le core business, dans l'ADN de la gestion d'un gouvernement, parce que la loi fondamentale dit l'armée est assujetti à la décision du gouvernement. Donc en fait, le chef suprême de l'armée en Israël, c'est le gouvernement, d'accord ? Non pas le président comme en France ou aux États-Unis, le gouvernement, représenté par le ministre de la Défense. Ça, c'est le terme exact de la loi. Donc ils font fi de la loi, ils s'en fichent de la loi. Ils ne cherchent qu'une chose aujourd'hui, c'est d'être capables de maintenir leur puissance. Et alors qu'il y a des épisodes juridiques très graves qui mêlent le parquet militaire, le parquet civil et dans cette fameuse affaire du Sdeteman, où on a vu le nom de nos soldats galvaudés dans le monde et traités de violeurs, alors ils décident de devenir encore plus extrêmes dans leur position et dans leurs propos. C'est très dommage. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? On est effectivement à la veille d'élections, puisque l'année 2026 sera une année électorale. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire, que doit faire le gouvernement ? Qui peut apaiser les esprits dans ce grand débat entre l'échelon politique et l'échelon juridique ? Alors la question est très bonne. La première partie, la seconde, je diffère un peu sur la tactique. C'est-à-dire que fondamentalement, évidemment, il faut qu'on récupère notre démocratie et on ne peut pas voter pour un gouvernement qui met en place le programme pour lequel il a été élu. Je rappelle par exemple que ce gouvernement a fait lourdement campagne avant les dernières élections sur une réforme judiciaire et pourtant on voit bien qu'il a eu énormément de mal à mettre en place sa réforme et que chaque petite virgule de la réforme, même l'annulation de la clause de Svirut, vous m'aiderez à traduire, mais même j'allais dire la plus petite virgule est remise en cause et tout de suite attaquée par les juges. Vous dites ? Raisonnabilité. Ouais. Raisonnabilité. Ceci dit, je pense qu'il y a ici une approche maintenant politique. Je pense que ce n'est pas pour rien que les mêmes personnes qui se réunissent au même endroit, qui il y a quelques semaines c'était bien évidemment uniquement exclusivement pour les otages, bien évidemment, alors qu'on a encore un otage à Gaza, bien hier, étant donné qu'on rentre en année d'élection, tout devient clair, tout est mis sur la table, il s'agit uniquement de faire tomber le gouvernement actuel. La technique est-elle d'avoir une confrontation en fin de parcours frontale avec le gouvernement, etc. Écoutez, moi je pense pas. Moi je pense que au début, il fallait faire ce que Yariv Levin a fait, il fallait y aller frontal, parce que de cette façon-là, on a pu voir effectivement, ça a mis du temps, mais on a pu voir ressortir l'absurdité et surtout l'extrémisme de ces personnes-là. Parce que pour moi, Aaron Barak, c'est un extrémiste. Il ne recherche pas le chemin du milieu, il ne recherche pas de transformer cette réforme pour qu'elle soit acceptable par les deux camps, il recherche de préserver le pouvoir qu'il s'est auto-octroyé lors de sa révolution et les années d'après, de façon exclusive. Donc, il faut être intelligent. C'est quoi être intelligent ? C'est comprendre qu'on rentre en année d'élection, éviter de donner à l'autre camp ce plaisir de raviver, si vous voulez, les foules autour d'une lutte frontale qui est de toutes les façons biaisée dans son explication, parce que
C'est très bien qu'en Israël, on ne peut pas avoir un débat de fond, c'est uniquement une histoire de slogan et de positionnement, et de reprendre cette réforme calmement après les prochaines élections, et bien évidemment d'asseoir ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et pour les ministres qui peuvent le faire, comme le suggère Karaï ou le suggère le ministre Chikli, éviter de réaliser les décisions intérimaires de la Cour suprême. Alors justement, tout cela nous conduit à la période électorale dans laquelle on devrait rentrer. Vous pensez d'abord que Benyamin Netanyahou, de retour de Floride, a gagné des points, on va dire, pour lui, pour son parti, pour le Likoud, en perspective des prochaines élections, que d'une certaine manière, peut-être qu'il n'a pas besoin de faire durer le plaisir et qu'il il serait souhaitable aujourd'hui dans le contexte actuel, surtout alors qu'il y a la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot qui fait débat au sein même du Likoud, qu'il faudrait peut-être provoquer des élections pour, on va dire, d'une certaine manière, faire le clair sur les dossiers qui sont justement en litige entre l'opposition et la coalition? Voilà, donc ça c'est une très bonne question. Je pense que vendredi, je voyais cette question posée par Anne Rahav sur les réseaux et j'en ai donné la réponse suivante. Benjamin Netanyahou n'est pas intéressé d'aller aux élections aujourd'hui pour deux raisons. La première des raisons, c'est que il s'attarde bien évidemment sur ses électeurs. Le camp national en Israël est très intéressé d'abord et avant tout par une victoire complète. C'est ce que Benjamin Netanyahou s'est engagé d'offrir et de donner. C'est ce qu'il doit donner au peuple d'Israël. Aujourd'hui, Gaza n'est pas encore désarmée. Aujourd'hui, la victoire à Gaza n'est pas encore complète. Donc on attend une victoire complète, on attend le point 2 du programme de Trump qui parle du désarmement de la bande de Gaza et donc de facto de la victoire sur le Hamas, parce que bien évidemment, à partir du moment où le Hamas n'est plus armé, il ne dirige plus non plus la bande de Gaza. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous en avez parlé, c'est la loi... Je me permets de vous arrêter, parce que sur ce point-là, on peut aussi donner une interprétation positive et optimiste. Finalement, l'État d'Israël aujourd'hui contrôle l'armée et contrôle près de 60% de la bande de Gaza. Le Hamas contrôle effectivement les 40 autres pourcents, mais il est considérablement affaibli, il n'a quasiment pas d'armes et il n'a pas l'atout qu'il avait des otages. Aujourd'hui, rien n'empêche Israël de frapper ponctuellement dans la zone qui est sous contrôle du Hamas, d'affaiblir encore une fois le Hamas. Pourquoi finalement ne pas se suffire de cette victoire-là ? Parce que d'abord, votre question était par rapport à Benjamin Netanyahou et je réponds, j'essaie d'analyser son point de vue. Pour encore une fois, pour l'électorat de Benjamin Netanyahou, le camp national en Israël, cette situation-là, on sait très bien qu'elle est bien mieux que ce qu'on a connu au préalable, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce qu'on connaît la tendance d'Israël d'oublier, de se laisser endormir, de laisser l'ennemi de l'autre côté développer ses capacités. Cette semaine encore et la semaine d'avant, on a vu ces espèces de drones qui faisaient passer des mitraillettes et aussi une mitrailleuse semi-lourde du côté égyptien, de l'autre côté de la frontière. Donc il y a de la contrebande. On sait très bien qu'on ne peut pas faire confiance et on sait aussi que la punition du Hamas pour ce qu'ils nous ont fait subir, ça doit être l'éradication de toute force militaire ou politique du Hamas. Et c'est ça le point. Je pense que Benjamin Netanyahou, lorsqu'il fait le programme avec Trump, et il y a le deuxième point qui dit démilitarisation complète de la bande de Gaza, d'accord, et que lorsqu'il dit que un des quatre objectifs de la guerre, c'est que Gaza ne devienne plus pour le futur, ne soit plus, j'allais dire quelque chose qui risque de blesser Israël, eh bien, il y croit. Et donc, comme bien souvent durant cette guerre, il met pas la charrue avant les bœufs, il attend, il comprend qu'il y a la démocratie, il comprend qu'il y a Trump, mais il avance ses pions. Et je pense qu'avant les prochaines élections, il prévoit une nouvelle attaque pour réaliser ce que aucune force internationale ne va réaliser, malgré ce qui est marqué dans l'accord de Trump. Mais je pense que ça, on le savait tous, ce n'est pas un grand scoop. Et le deuxième point, très rapidement, c'est l'histoire de l'enrôlement. La deuxième chose qui est importante pour effectivement le camp national, c'est l'unité du camp. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, si on analyse l'année qui vient de s'écouler, eh bien, le clan, ce qu'on appelle le Gush HaLeumi, le camp national au niveau politique, il a été essentiellement
polarisés, séparés autour de cette loi sur l'enrôlement. Et donc, je pense que cette loi sur l'enrôlement va être votée à la Knesset dans les mois, dans les semaines qui arrivent. Je pense que l'essentiel du camp national n'est pas content du contenu de la loi, mais comprend que c'est un pas en avant, que ça va avoir un impact sociétal et qu'on ne peut, transformer un jeune de force en combattant de Tsahal sous aucun prétexte. Aujourd'hui, dans cette guerre, aucun des combattants qui a combattu dans cette guerre ne l'a fait parce qu'il y a été forcé. Tous l'ont fait parce qu'ils l'ont voulu. Alors pourquoi ce serait différent avec les ultra-orthodoxes ? Et une fois qu'il aura passé ces deux points-là, il veut arriver aux élections. Et je pense que c'est la vision de Benjamin Netanyahou, et c'est la raison, malgré les sondages qui sont en sa faveur, en tout cas sur la 14 et la 15, qu'il ne va pas sur des nouvelles élections tout de suite. Eh bien, on l'a bien compris. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël Hamzalag, de nous avoir éclairé sur ces sujets, en particulier donc sur le débat éternel entre le pouvoir politique et le pouvoir juridique, mais aussi donc la perspective des élections. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Raphaël. Merci, Daniel. Shavua tov. Toutes les manchettes des quotidiens et des sites d'information israéliens sont consacrées ce matin, sans surprise, à la capture et à l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro. Le Yediot Aharonot titre ce matin sur 90% de sa première page « Le shérif » en nous montrant une photo bien évidemment de Donald Trump et une autre de Maduro prisonnier. Le Israël Hayom lui titre en manchette « Nouvel ordre mondial » en montrant les deux mêmes photos de Donald Trump et de Maduro. En surtitre, les deux grands journaux israéliens expliquent que Donald Trump a donné l'ordre dans une opération hors norme. Les soldats de la force d'élite Delta ont capturé le président vénézuélien et son épouse dans leur lit, mais c'est le Israël Hayom qui fait le premier en sous-titre le lien qui nous intéresse d'une certaine manière avec l'État d'Israël ou avec le Proche et Moyen-Orient. L'opération a été dirigée contre Caracas, titre le Israël Hayom, mais le message s'adresse à Téhéran, l'allié de Maduro. Et Trump a d'affirmer « Nous allons gérer le Venezuela jusqu'à la passation de pouvoir ». Les pages d'ouverture des sites d'information nous tiennent au courant des derniers développements dans ce dossier. Le site N12 parle de l'effet Venezuela et explique comment la capture de Maduro aura un impact sur l'Iran. En Israël, on est persuadé que l'opération américaine aura des répercussions au Proche-Orient. Le site N12 souligne aussi que le maire de New York, Zoran Mamdani, a vivement critiqué la capture de Maduro et l'a qualifiée de grossière. Le site Ynet indique que Maduro est désormais détenu à New York. Il devrait être admis dans la maison d'arrêt métropolitaine qui est connue pour ses conditions draconiennes. Mais aux États-Unis, des voix se font entendre contre Donald Trump qui, selon ces voix, entraîne l'Amérique vers une confrontation avec le Venezuela. Les journaux nous expliquent ce matin pourquoi Donald Trump est allé capturer le président vénézuélien. Trump considère en effet que c'est une organisation terroriste qui était jusqu'ici au pouvoir à Caracas, une organisation terroriste qui contrôle des cartels de drogue, qui est l'allié des Iraniens, mais qui surtout achemine des milliers de délinquants vers le territoire américain, ce que Trump ne peut tolérer. Le président américain l'a dit, à chaque fois que nous détruisons un canot en provenance du Venezuela, nous protégeons 25 000 Américains de la drogue. Et l'attaque contre le régime vénézuélien s'inscrit dans le cadre de la politique de MAGA, la fameuse politique de MAGA qui consiste à faire de l'Amérique à nouveau une grande puissance. Dans le Israël Hayom, Dodi Kogan explique que cette opération est avant tout un succès pour le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui est un partisan de l'interventionnisme américain. Alors qu'écrivent les éditorialistes israéliens autour de cette opération hors norme, Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, explique que Téhéran suit de très près ce qui s'est passé à Caracas et les Iraniens redoutent d'être les prochains sur la liste. Limor cite le sénateur très pro-israélien Graham Lindsay qui était il n'y a pas si longtemps en Israël et qui a dit au cours des derniers jours qu'à la place du guide suprême Ali Khamenei, il irait très vite prier dans une mosquée. Pour Avraham Ben-Zvi, le spécialiste des relations entre Israël et les États-Unis, le président américain a prouvé avec cette opération contre Maduro à quel point il était prêt à utiliser la force s'il le fallait. Mais il rappelle qu'historiquement, les États-Unis se sont déjà mêlés dans le passé de ce qui se passait dans le sous-continent d'Amérique du Sud. Et Avraham Ben-Zvi, lui aussi, considère qu'il s'agit là d'un message en direction de l'Iran et même en direction du Hamas, qui doivent comprendre que Trump ne plaisante pas.
Et puisque nous avons parlé de l'Iran, les quotidiens israéliens et les sites d'information suivent de près l'amplification du mouvement de protestation iranien. Le Yediot Aharonot a obtenu le témoignage d'une jeune iranienne opposée au régime qui publie son éditorial dans les colonnes du grand quotidien israélien. On ne cite que son prénom, Azita, et elle écrit « Nous n'avons plus peur de la mort ni des tortures, nous luttons pour notre avenir et nous savons que le régime assassin des mollahs n'a pas d'avenir. Nous sommes courageux, mais nous craignons d'échouer à nouveau dans notre protestation. » Et en commentaire, Smadar Peri, la spécialiste du dossier du monde arabe dans le Yediot Aharonot, définit ainsi la situation « Protestation, oui, mais pas encore révolution ». Tamar Ilem Gindin, qui est une des plus célèbres expertes du dossier iranien, nous livre son commentaire dans le Israël Hayom de ce matin. Elle explique que les événements du 7 octobre en Israël, la guerre des 12 jours, ont provoqué un effet de boule de neige qui a affecté le régime des mollahs. Pour les Iraniens, le régime n'a pas réussi à venir en aide aux proxys qu'il avait déployés, le Hamas au sud, le Hezbollah au nord, idem pour la chute d'Assad. Et ces développements ont donc brisé le mur de peur qui empêchait les protestataires d'aller jusqu'au bout de leur protestation. Le Maariv consacre un de ses titres principaux à ce qu'il appelle la paralysie de l'Europe face aux menaces terroristes des frères musulmans. Le site d'information du Maariv cite des hauts responsables politiques en Allemagne et en Autriche qui affirment que les gouvernements européens, ou au moins certains des gouvernements européens, évitent de prendre des mesures fermes contre le mouvement des frères musulmans, de crainte que ceux-ci ne ripostent en faisant déferler une vague terroriste sur le vieux continent. Ils expliquent qu'au cours des dernières années, les frères musulmans ont déployé d'impressionnants réseaux à caractère terroriste via de multiples associations et ONG sociales et humanitaires. Mais ces gouvernements craignent donc que, par exemple, le gel de leurs avoirs bancaires n'entraîne des attentats sur l'ensemble du vieux continent. Et puis les médias et les sites d'information se penchent sur la catastrophe de Crans-Montana. Les médias israéliens soulignent qu'une Israélienne est portée disparue depuis la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit de Charlotte Nidam, 15 ans, qui possède aussi la nationalité française et britannique. Et 2 jeunes filles juives de nationalité suisse sont toujours portées disparues. Il s'agit des sœurs Alicia et Diana Konzet, 14 et 15 ans respectivement. Il faut souligner que seules 8 des victimes ont été identifiées pour l'instant. Une équipe de sauveteurs de Zaka est toujours sur place. Et puis pour terminer dans le Israël Hayom, un titre de politique intérieure en perspective des élections primaires. On ne sait pas encore quand auront lieu les élections pour la Knesset, ni même quand se tiendront les élections primaires pour la composition de la liste électorale du Likoud. Mais le Israël Hayom nous propose ce matin un classement dans cette liste qu'il a lui-même déterminé en fonction de plusieurs critères et en nous rappelant le précédent classement avant les élections du 1er novembre 2022. On y découvre parmi ceux qui vont descendre apparemment dans le classement, Yariv Levin, le ministre de la Justice, qui était numéro 2, Doudi Amselem, qui était numéro 5, Nir Barkat, qui était numéro 8 dans la liste, et Avi Dikter, qui était numéro 11. Parmi ceux qui devraient grimper dans cette liste électorale du Likoud, on trouve Amir Ohana, le président de la Knesset, qui était numéro 6 en 2022, Israël Katz, qui était numéro 12, Tali Gottlieb, qui était numéro 25, Boaz Bismuth, qui était numéro 26, et Moshe Saada, qui était numéro 28. Les autres devraient conserver sensiblement la même place qu'en 2022. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Topman. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du dossier iranien. Alors on va bien entendu parler de l'Iran avec vous, mais avant tout je voudrais toucher à l'actualité brûlante avec l'enlèvement, l'arrestation de Nicolás Maduro. Et à vous savoir, effectivement, si vous, bien entendu, comme le font certains commentateurs israéliens ce matin dans la presse israélienne, vous liez, bien entendu, cette arrestation à ce qui se passe, ce qui pourrait se passer aussi en Iran si Donald Trump devait peut-être décider, lui aussi, à un certain moment, d'influer sur sur la situation en Iran, peut-être en essayant de destituer le régime des mollahs. Vous pensez que c'est quelque chose qui est réaliste ? Alors écoutez, je pense que ce serait beaucoup plus difficile à réaliser en Iran qu'à réaliser
au Venezuela. En fait, ce qui est spectaculaire, ce n'est pas que les États-Unis aient aidé à renverser un dictateur, ils l'ont déjà fait. Hein, ils ont déjà renversé des régimes, instauré des dictatures militaires. Ils ont aidé à renverser Allende en 1973, qui n'était pas un dictateur. C'est la méthode. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait aider des opposants en leur fournissant des armes, une logistique, de l'argent, etc. Mais là, aller capturer un chef d'État qui n'était plus légitime d'ailleurs, puisqu'il avait été battu aux élections, ça nécessite d'ailleurs certainement de grandes complicités au sein de l'appareil d'État vénézuélien, mais c'est une opération qui est très très difficile à réaliser. Alors la différence entre le Venezuela et l'Iran, c'est que l'Iran c'est quand même tout près de la Russie. Et que l'Iran, c'est beaucoup plus, c'est pas dans l'arrière-cour des États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc je pense que aller capturer ou aller tuer le guide suprême, c'est plus difficile. Par contre, que les Américains organisent un raid ciblé sur la résidence du guide suprême, parce que finalement c'est lui qui polarise toutes les haines et qui centralise, qui symbolise ce régime, c'est pas impossible. Est-ce que c'est souhaitable pour les Iraniens? On verra, hein, mais je pense que autant une intervention militaire lourde n'est jamais bonne pour des opposants, parce que ça crée des morts parmi les civils, autant une intervention ciblée, c'est une aide qui peut être bienvenue, qui pourrait être bienvenue pour les Iraniens, voilà. Alors, est-ce que par exemple, vous pensez que peut-être la semaine dernière en Floride, Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont peut-être discuté d'une telle éventualité, d'une possibilité d'affaiblir plus encore le régime des Mollahs pour peut-être donner un coup de main, un coup de pouce aux protestataires, aux manifestants qui sont dans les rues? Écoutez, ma proximité avec Trump et avec Netanyahou n'est pas telle que j'ai été sous la table le jour de leur rencontre, donc je n'en sais rien. Je ne sais pas si Trump n'est pas quelqu'un, n'est pas un stratège, n'est pas un idéologue. C'est un homme qui agit au coup par coup et selon ses intérêts. Trump, ce qui compte pour lui, c'est pas l'intérêt de la démocratie, c'est les intérêts américains au Venezuela. Ça peut coïncider avec les intérêts du peuple vénézuélien, très bien. Par rapport à l'Iran, je pense que c'est quand même une autre paire de manches, tout simplement parce que l'Iran est aujourd'hui totalement collé à la Russie et à la Chine. Et donc l'enjeu serait plus important. Voilà. Alors qu'il y ait un deal avec Poutine, peut-être un deal planétaire, c'est-à-dire je te laisse l'Ukraine, ou je te laisse une partie de l'Ukraine et tu me laisses faire régner l'ordre dans ma cour, dans mon précaré, puisque le Venezuela, c'est l'Amérique latine. On revient à des choses fondamentales et du XXe siècle, finalement. On revient à des choses du XXe siècle où les Américains intervenaient comme chez eux en Amérique latine jusqu'à la fin des années 70-80. Alors, où on en est aujourd'hui au niveau de la protestation en Iran? Quelles sont les informations? Parce que là, je sais que vous avez des informations solides. Est-ce que on a franchi un seuil qui va au-delà, par exemple, de la protestation de 2022? Alors, quantitativement, non. Pour l'instant, il y a moins de manifestants, il y a moins de manifestations. Ce sont des villes moyennes et des petites villes qui sont touchées. Ce ne sont pas encore les grandes villes qui sont touchées. Donc, il ne faut pas prendre nos désirs pour des réalités. Mon désir, et je pense que c'est le vôtre aussi, c'est que ce régime tombe. Ça, c'est une évidence et c'est le désir de la majorité des Iraniens. Ce mouvement est le énième mouvement, parce que je lisais l'autre jour quelqu'un qui disait les Iraniens, pourquoi ils se révoltent pas? Ils n'arrêtent pas de se révolter, je dirais même depuis la révolution islamique, depuis le 11 février 1979, dès le lendemain, dès les jours qui ont suivi, il y a eu des révoltes. Et la prise de pouvoir par Khomeini a duré 1 an, et ça a été une guerre civile qui n'a été arrêtée finalement que lorsque la guerre avec l'Irak a pris le relais de la guerre civile. Donc c'est un régime qui est totalement rejeté par environ 80% de la population. Maintenant, de là à le renverser, c'est une autre affaire. C'est un mouvement qui ressemble beaucoup aux différents mouvements qu'on a connus en 2017, 2019. 2022, c'était un mouvement plutôt féministe à son départ. Là, c'est un mouvement plutôt économique à son départ, mais très vite,
qui devient immédiatement politique. Les commentateurs qui disent que c'est un mouvement économique, un mouvement contre la vie chère, non, c'est un mouvement contre le régime. Maintenant, les deux choses nouvelles, c'est d'une part qu'on entend beaucoup le mot d'ordre « Vive le Shah »,« Reza Pahlavi », oui. C'est-à-dire que la personnalité de Reza Pahlavi est en train de s'imposer. Alors, vous savez, moi je vous dis, il ne faut pas prendre ces désirs pour des réalités, parce qu'on entend ça ici, on entend ça là, c'est quelques centaines de personnes ici, quelques centaines de personnes là. Ce ne sont pas des centaines de milliers de gens qui sont dans les rues, mais c'est révélateur d'un climat. Et puis la deuxième chose qui a changé, et c'est surtout ça qui a changé, c'est qu'entre-temps, l'axe de la résistance, comme ils l'appellent, c'est-à-dire l'impérialisme iranien qui régnait, qui rayonnait de Téhéran jusqu'au Yémen, en passant par Bagdad, Beyrouth et la Syrie, ben, cet impérialisme s'est effondré. Et c'est ça qui est nouveau. Alors justement, ce qui est nouveau, c'est pas les manifestations, c'est pas la vie chère, c'est pas les conditions de vie des Iraniens qui ne cessent de se dégrader, mais ce qui est nouveau, c'est qu'ils sont face à un régime dont l'équilibre était quand même dont l'équilibre, la force, le prestige, c'était d'être un régime puissant qui faisait face à Israël, qui était le chef de l'axe de la résistance, qui dirigeait à distance le Hamas, le Hezbollah, etc. Et tout ça, maintenant, c'est très, très, très affaibli. Il y a la fin de l'ultimatum israélien contre le Hezbollah, aujourd'hui. Et puis, le Venezuela, c'est loin, mais c'était aussi un des éléments du puzzle de l'axe de la résistance, un élément très très lointain, mais c'est quand même, via les gardiens de la révolution, via le Hezbollah, via le trafic de drogue, tout ça c'était de l'argent, des armes, de la drogue, et tout ça est en train de s'effondrer. Donc, il y a des conditions qui sont de plus en plus réunies pour une chute du régime iranien. Est-ce que ça prendra 5 jours, 10 jours ou 1 an ou 2 ans, ça je ne sais pas. Alors, il y a des informations ici en Israël, vous les avez certainement notées, qui envisagent l'option d'une attaque préventive iranienne contre l'État d'Israël pour justement ressouder ou en tout cas neutraliser ou atténuer la protestation et rassembler, on va dire, le peuple iranien derrière l'Iran qui attaquerait Israël. Vous pensez que justement après le 7 octobre, après la chute des proxys, c'est pas réaliste ? Écoutez, oui, que ce soit dans la tête de certains gardiens de la Révolution, c'est possible. Que ça marche, c'est-à-dire ça se soldera par un échec militaire iranien. Bon, ils pourront tuer des civils israéliens, ils pourront s'en glorifier, mais le retour en boomerang sera terrible. Ce qu'il faut éviter aujourd'hui, en tout cas du point de vue de l'extérieur, du point de vue israélien, des Américains, c'est d'ajouter la guerre à la révolte. C'est-à-dire il faut laisser se développer cette révolte iranienne, il faut l'aider par tous les moyens. Vous savez, les Iraniens demandent qu'on les aide, y compris au niveau logistique pour les communications, parce que le régime peut couper Internet, et on a les moyens. Moi, je ne connais pas techniquement, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que techniquement, les Américains ont les moyens, par satellite, de rétablir Internet, de donner des réseaux alternatifs qui permettent aux Iraniens de communiquer entre eux. Donc il faut les aider matériellement, il faut les aider politiquement, moralement, il faut dire il faut leur tendre la main, ils sont nos amis, ils sont d'ailleurs, je dirais, les meilleurs amis des Israéliens dans la région, et c'est le paradoxe, c'est que le régime qui est le plus hostile à Israël, le dernier régime dans la région qui dit vouloir détruire Israël, à une population qui, paradoxalement, est plus favorable à la démocratie, au monde occidental et à Israël, que dans les pays qui veulent faire alliance avec Israël, comme l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes, où au contraire la population est très hostile à Israël. Différence entre un islam sunnite arabe et un islam chiite, d'ailleurs en grande décrépitude, puisque les mosquées sont vides et que derrière la contestation du régime, c'est aussi la contestation de l'islam, de l'islam ou de la mainmise de l'islam sur la société qui se pose en Iran. Donc je pense qu'il faut se tenir à l'écart, je pense qu'il faut se garder de déclarations du genre le Mossad est derrière les manifestations, parce que ça on leur rend pas du tout service. Ouais. Aidons-les discrètement, ne le faisons pas savoir et soutenons-les. Voilà.
Eh bien, Michel Topman, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se passe actuellement en Iran, de faire le lien aussi entre ce qui s'est passé hier au Venezuela, à Caracas, et ce qui se passe en Iran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Michel. À bientôt. Merci Daniel, à bientôt. Là où il y a Coca-Cola, il y a Chabad. La blague bien connue n'est pas très éloignée de la réalité. Les Chabad ou Lubavitch sont présents partout dans le monde. Avec 6000 bêtes Chabad dans plus de 100 pays, ces barbus en costume et chapeau noir sont incontournables, même dans les endroits les plus reculés. Pour être juste, il faudrait plutôt dire « là où il y a des juifs, il y a Chabad ». C'est parce que les juifs vivent et crapahutent dans presque tous les pays du globe qu'on y trouve des Lubavitch. Leur mission ? Permettre à ces juifs de rester connectés à leur identité et de pratiquer les commandements. Manger kasher, faire Shabbat, mettre les tefilines, étudier la Torah. Pour certaines brebis égarées bien loin de leurs racines, c'est parfois la toute première rencontre avec le judaïsme. Ces maisons Chabad, on l'a dit, sont partout dans le monde. Dans l'Himalaya, en Amazonie, en Tasmanie, en Sibérie et j'en passe. La plus au sud, en Patagonie, la plus au nord, en Islande. À la tête de ces centres communautaires, des couples qui vous accueillent avec tant de chaleur et de naturel qu'on croirait qu'ils ont toujours été là. Ce n'est évidemment pas le cas, et derrière leur présence, il y a beaucoup de sacrifices. Loin de chez eux, dans des endroits qu'on serait bien en peine de situer sur une carte, ces hommes et ces femmes, qui ont pour boussole ultime les mitzvot, décident de leur plein gré et avec entrain de poser leurs valises dans des no man's land juifs. Pas de cache-route, pas de mikvé, pas d'école juive et pas de synagogue. Lorsqu'ils débarquent fraîchement mariés, ils doivent se retrousser les manches et tout construire. Or, depuis une vingtaine d'années, les sacrifices matériels et spirituels de ces émissaires Chabad se doublent parfois du sacrifice ultime, celui de leur vie. C'est le cas du Rav Eli Schlenger et du Rav Yaakov Levitan, qui font partie des 15 victimes de l'attentat à l'arme à feu perpétré à Bondi Beach, lors d'une fête de Hanouka qu'ils avaient organisée. Un an avant, en novembre 2024, c'est le Rav Zvi Kogan, émissaire Chabad aux Émirats arabes unis, qui a été assassiné. Puis encore avant, en 2008 à Mumbai en Inde, ce sont les époux Gabi et Rivki Holtzberg qui ont trouvé la mort dans un attentat. On peut aussi citer la fusillade au Beth Rabat de Poway en Californie en 2019 qui a fait un mort. Le dirigeant de la communauté, le Rav Israel Goldstein, en a miraculeusement réchappé avec un doigt en moins. Toutes ces victimes de la terreur islamiste étaient les dignes héritiers du rabbi de Lubavitch qui prônait un judaïsme décomplexé et ouvert sur le monde pour mieux diffuser son message. Une philosophie selon laquelle un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité et où le mal ne peut être apprivoisé qu'en faisant le bien. Ce message, mis à la portée de chaque juif où qu'il se trouve, a transformé le visage des communautés juives dans de nombreux pays. Presque chaque juif dans le monde aujourd'hui a une connexion plus ou moins lointaine avec le mouvement Chabad. Mais le revers de cet engagement est de faire de ces émissaires les cibles toutes trouvées de la haine antisémite à travers le monde. Chaya Mushka Dadon, blessée dans l'attentat de Bondi, est toujours à l'hôpital. Âgée de 14 ans, elle a protégé de son corps 2 petites filles en s'allongeant sur elles et a été touchée de 2 balles. Yehuda Leib Laizarov est lui aussi encore à l'hôpital. Resté sur les lieux de la fusillade pour porter secours à un policier blessé en lui faisant un garrot, il a également été visé par les tirs des terroristes. Sur la plage de Bondi, ces adolescents Chabad, élevés dans cette notion suprême de don de soi, ont montré qu'ils n'avaient rien à envier à leurs parents. En plus de sauver des âmes, ils ont sauvé des vies. Dans un geste symbolique, Benyamin Netanyahou a allumé dimanche soir la 8e bougie de Hanouka avec des émissaires Chabad. Comme tout un chacun, le Premier ministre israélien sait que les armes n'arrêteront pas les Lubavitch dans la diffusion de la lumière juive. Une immense tragédie a frappé la communauté Chabad et le peuple juif à Sydney, a-t-il dit. Mais nous n'avons pas perdu la force de notre esprit et nous ne la perdrons pas. Nous sommes plus déterminés que jamais à assurer l'éternité d'Israël. C'est ce que les émissaires Chabad font partout dans le monde et c'est ce qu'ils continueront à faire.